Alors bonjour, bienvenue à Apprendre et Entreprendre. Francis Brault, votre animateur, artiste d'affaires chez Vendor. Aujourd'hui, on a un sujet assez croustillant. On s'entretient avec Martine Leduc, pardonnez-moi, de chez Salade Express. Martine, bienvenue à l'émission. Bonjour. Martine, explique-nous un peu, c'est qui Martine? Je sais que tu as un parcours un peu atypique. Tu as de la famille qui a déjà été dans l'industrie. Tu as fait un espèce de cheminement professionnel, puis ensuite tu t'es retrouvé chez Salade Express. Peut-être nous expliquer un peu d'où ça part, tout ça, le marketing, etc. En fait, j'ai oublié de t'introduire, tu es directrice innovation et marketing chez Salade Express. Maintenant, on y Tout à fait. va. Explique-nous qui est Martine. Donc, euh, donc, qui est Martine? En fait, c'est une personne toute simple que j'aime je me décrire comme un peu la personne cachée dans l'entreprise, mais qui va pédaler très fort pour s'assurer de toujours faire déployer les produits, de les mettre de l'avant, de les présenter le plus possible pour que le succès commercial soit là, puis que la communication des bénéfices du produit pour lequel je travaille soit très, très, très bien mis de l'avant. J'ai pas toujours eu une carrière en marketing. En fait, justement, mon parcours atypique relève surtout du fait que je suis une personne qui avait des ambitions de développement de produits. J'ai débuté avec mes études au Cégep en technique de design de vêtements. Donc, j'ai réussi à évoluer dans l'entreprise montréalaise de la création de vêtements pendant quelques années Wow. euh, pour voir, comprendre les rouages, les mécanismes manufacturiers derrière tout ça, mais aussi de voir malheureusement beaucoup la délocalisation s'opérer. Je suis rentrée dans le marché du travail dans le début des années 2000, puis on voyait beaucoup que une bonne portion de cette industrie-là, qui était quand même un fleuron au Québec jadis, euh, ça allait être déporté beaucoup. Les opérations se faisaient délocaliser du côté de la Chine, du côté de Taïwan, du côté du Sri Lanka. Donc, c'était un peu de voir une expertise propre à la communauté montréalaise qui était complètement impartie vers l'outre-mer. Et c'est ce qui a fait un peu que je me suis désintéressée de ce milieu-là pour aller retrouver des industries qui connectaient plus avec mes valeurs, qui allaient être capables de remporter euh, plus de cases, de cocher plus de cases, disons, dans mon échelle de quelle différence je veux faire au travers de mon emploi, parce que je veux pas, on y passe 40, 50 heures par semaine, il faut que ça vaille la peine. C'est un bon point, ça. Alors, C'est un très bon point. J'aime ça. Quelle différence que je vais faire au sein de mon emploi? Puis ça, je pense que ça peut faire toute la différence quand on a cette réflexion-là. ben, tout à fait. Puis justement, une des différences que je cherchais à avoir, parce que bon, on a beau développer des produits, on a beau travailler, mais à quel point j'ai travaillé surtout dans la lingerie et dans le maillot de bain, donc à quel point un petit triangle de tissu peut faire une différence dans le quotidien de quelqu'un, je vous dirais pas tant. Donc, il y avait un peu ce côté-là superficiel qui était moins en relation avec mes valeurs. Donc, au fil du temps, j'ai débuté quand même des études au HEC Montréal. J'ai entrepris un bac en administration avec le profil marketing qui était le volet créatif de mes études qui m'attirait le plus pour justement passer ce pont entre le développement de produits, mais pousser plus loin et avoir un meilleur contrôle sur le cycle de vie complet du produit. En fait, pas juste le créer, puis après ça, laisser la chance aux ventes de faire une différence, mais plutôt de l'accompagner plus loin dans le processus. Ah, c'est Donc, en parallèle intéressant. au marché du travail, j'ai fait mon baccalauréat en gestion par cumul de certificats. Ça a été une longue péripétie. J'ai quand même complété mon bac en 10 ans, ce qui peut paraître terrible, mais c'est sûr qu'à un cours ou deux par session au maximum, à travailler à temps plein dans des industries qui demandaient beaucoup de voyages, beaucoup de présence
lorsque j'ai quitté le milieu de l'industrie du vêtement, j'ai basculé vers le jouet, qui était une industrie fascinante et vraiment très, très, très excitante, mais qui, encore une fois, la production est beaucoup faite du côté de la Chine, donc des voyages à chaque année du côté de la Chine pour aller visiter les usines, pour aller visiter les clients, les rencontrer. C'était chose fréquente. Donc, réussir un bac en 10 ans, malgré tout ça, était quand même raisonnable comme rythme de vie, je dirais, là-dessus. C'est une bonne Donc, charge de travail, là, école en fait, études et travail, plus on s'entend que les fonctions que tu avais exploitées, c'est pas une job de 9 à 5, puis après ça, on ferme le téléphone, on ferme les courriels. Ça demande, en fait, c'est un style de vie, j'aime toujours dire ça. On est toujours actif, on est toujours là pour répondre aux demandes. Ben, bravo, tu le fais, puis... Oui! Ben, surtout le défi de travailler avec l'outre-mer, de travailler avec l'Asie, c'est que la journée ne finit jamais, car lorsque nous, on se couche, eux se relèvent, alors des fois, on sauve 24 heures à simplement travailler un peu plus tard et à travailler un peu plus tôt, donc c'est toujours c'est toujours des journées qui sont très très remplies, mais quand même très très stimulantes et très valorisantes. C'est un peu ce qui... Oui, vas-y, je sais pas. C'est sûr que c'est très stimulant professionnellement. On a toujours une drive, on a toujours une énergie professionnelle. Au niveau personnel et familial, c'est sûr que ça fait son temps, comme on dit, on peut pas faire ça. En tout cas, moi, je serais pas capable de faire ça toute ma vie. Comment est-ce que tu t'as vécu ça? Travailler intense, travailler dans des gros projets, personnellement, est-ce que tu as continué quand même à faire ce que Martine voulait là-dedans, ou à un moment donné, tu t'es comme perdu dans tout ça? Je me suis pas perdue. C'est sûr que, évidemment, bon, après 2 enfants, hein, puis avoir complété, dans le fond, beaucoup de certificats avec la fin des congés de maternité, parce qu'évidemment, on optimise notre temps. C'est pas des vrais congés. C'est sûr que, bon, c'est facile de tomber dans l'excès parfois. C'est sûr que c'est facile de tomber dans l'épuisement. Mais c'est un peu une des raisons pour laquelle j'ai décidé de recentrer plus vers une industrie comme l'agroalimentaire qui était possible de développer avec des produits qui étaient faits localement, un marché qui est pas moins dynamique, au contraire, en fait, surtout parce que j'ai décidé de me concentrer dans les fruits et légumes, on s'entend que c'est une industrie qui roule à plus que 100 000 à l'heure. Donc, cette drive-là est quand même encore présente dans ma vie malgré tout, mais juste le fait d'avoir à travailler avec un produit plus simple, un produit qui apporte nécessairement une influence, une valeur sur les consommateurs. Il n'y a pas plus direct que d'avoir à ingérer un aliment, puis espérons-le, avoir les bénéfices directs derrière ça. C'est sûr que ça l'amène une autre dimension dans l'équilibre comme tel. Mais au niveau familial, bien, c'est sûr qu'une fois que les études ont été terminées, ce fut plus facile, je dois l'avouer. Certainement. On oublie souvent, comme je disais tantôt, c'est une fonction, c'est un rôle, c'est un style de vie, les postes de direction marketing. Souvent, comme on te disait tantôt, c'est facile de tomber dans l'excès, mais c'est pas mieux non plus si on travaille tous les week-ends, 7 jours sur 7, puis que la famille en prend un coup. On n'est pas heureux dans notre travail. Fait que je pense que tu as su t'écouter, tu as su bien gérer ça, puis de t'en aller dans une industrie où est-ce que tu avais une meilleure flexibilité de ton temps, on peut dire ça comme ça, pas besoin d'aller en Chine, etc., 2-3 fois par année. Ça t'a permis de vraiment te retrouver, puis je pense que c'est là que c'est beau à voir. Tu es capable de t'épanouir dans ton travail parce que tu te brûles pas au travail. Puis ça, je pense que c'est ça que les gens doivent retenir de ce point-là. C'est que si on est fatigué quand on travaille, on est plus capable, bien, ça va avoir un impact directement sur notre productivité. Est-ce que ça fait du sens, qu'est-ce que je dis en ce moment? Oui, bien, tout à fait. Mais au-delà de ça, justement, l'idée, c'est d'avoir un travail qui nous complète, ou du moins qui répond à notre chaîne de valeur, un produit pour lequel lorsqu'on travaille, on n'a pas l'impression de travailler. En fait, c'est peut-être plus comme ça que l'équilibre se trouve un peu. C'est d'avoir du plaisir à développer les produits, à les mettre en marché, de voir. Puis la beauté du numérique maintenant, c'est qu'on est capable d'avoir encore plus des résultats ultra rapides sur chaque action qu'on peut poser pour faire développer la communication et
et la connaissance d'un produit, donc sur le marché, d'avoir le feedback des consommateurs, c'est rendu, oui, une surcharge de data, mais aussi quand même une instantanéité à savoir, OK, je peux rediriger ou réorienter ma prochaine action parce que j'ai déjà la mesure qui est disponible. Donc, quand on aime le produit pour lequel on travaille, en général, c'est juste, on s'en nourrit, on a du plaisir à le faire, puis ça donne une idée un sentiment de contrôle malgré que ça va très, très, très vite. Puis dans l'univers où on est maintenant, l'accès à autant de données est possible aussi, là. Je pense un mot pour te décrire, c'est passion. Tu es passionné de ton travail, on se connaît. Euh, comme- je me retrouve beaucoup dans. T'as pas l'impression de travailler, c'est exactement la même chose pour moi. Tous les jours, j'ai envie de travailler, même si je travaille pas vraiment dans le sens que ça fait partie de moi. Super. Puis là, aujourd'hui, en fait, je pense que tu es revenu un peu à tes racines en étant dans l'agro. Tu es revenu à tes racines familiales, si je me souviens. Oui, ben en fait, après le jouet, j'ai travaillé dans la cosmétique, puis là, justement, on dirait que j'avais l'impression de m'éloigner un peu de qu'est-ce qui avait des valeurs pour moi, qu'est-ce qui se rapprochait de qu'est-ce que j'avais envie de vendre aux consommateurs. Puis, j'ai vu 9 emplois passer, justement, dans une entreprise agroalimentaire en Montérégie, et je me suis intéressée automatiquement. C'est comme si, lorsque j'ai appliqué sur l'emploi, c'était 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 comme si c'était écrit que c'était la voie à prendre. J'ai débuté enfin, mon premier emploi rémunéré officiellement quand j'avais 16 ans, c'était de vendre des fruits et légumes au marché public dans le centre du Québec, puis d'avoir continué vers cette voie-là, je dirais quelques années plus tard, on nommera pas de chiffres, mais et de m'être retrouvée justement chez cet employeur-là de la Montérégie et d'avoir continué avec des employeurs de la Montérégie, toujours encore une fois dans les légumes transformés, dans les légumes à valeur ajoutée, dans les salades. Ça fait un peu le cycle de la vie, d'être retourné dans cette industrie-là. Donc, de rester aussi dans quelque chose que j'ai connu. Mon père aussi était agronome et était spécialisé dans le maraîcher. Donc, nécessairement, au lieu de jouer à la Nintendo, au PlayStation quand j'étais adolescente, moi, mon gros plaisir des étés, c'était de partir avec lui dans la fourgonnette du MAPAC, puis d'aller visiter les champs, puis d'essayer de déterminer. Mon père était spécialisé en phytoprotection, donc je regardais les feuilles des légumes avec lui, puis je me disais, oh, ça doit être telle maladie, est-ce que c'est ça? Et de valider. Donc, j'ai eu ce plaisir-là, puis en même temps, ça a été probablement bon pour ma forme physique de marcher autant de champs, mais c'était mon petit plaisir. Est-ce que selon toi, les défis là, que tu as eu dans ta carrière, est-ce que tu as passé à travers tes plus grands défis ou c'est dans le futur les plus grands défis? Est-ce que sont devant toi ou derrière toi? Oh mon Dieu, ben je pense qu'il n'y a aucun entrepreneur, aucun directeur, aucun employé, aucun enfant est prêt à dire que les défis sont complétés. On le voit tout simplement avec les 2 dernières années qu'on a passées en pandémie. On peut dire que la capacité d'adaptation est mise à l'épreuve de beaucoup de personnes présentement. Puis bon, ben, on l'a vu dans l'évolution de Darwin, là. Si tu t'adaptes, tu survives. Si tu t'adaptes pas, ben ça va moins bien. Donc non, les défis, je crois qu'ils sont encore là. C'est un peu je ne veux pas faire une description alarmiste de l'avenir, mais c'est sûr que dans un milieu comme le secteur maraîcher, où on est à la merci de la nature, où les changements climatiques viennent de plus en plus influer sur la disponibilité et la qualité des produits qu'on a à travailler, les explosions dans les coûts de transport, aussi qui sont liés aux facteurs économiques, différents conflits politiques aussi, puis là, on en vit un très gros, mais on en a toujours vécu des conflits politiques. Ça dépend juste de quels pays sont touchés au moment où ça arrive. Donc, définitivement, je crois que pour le futur, ben, les entreprises n'auront pas le choix de continuer à s'adapter. J'ai toujours eu comme philosophie que le succès en affaires, ça dépend, oui, de l'agilité, de la capacité d'adaptation, mais il y a aussi un beau volet chance derrière ça. Parfois, des entreprises ont
les astres un peu mieux alignés que d'autres, mais ça ne veut pas dire que le tour passera pas à celles qui ont eu moins de chance par le passé. Je crois que tout le monde a le droit à sa place au soleil aussi dans tout ça. Puis il faut juste espérer faire le mieux. Puis surtout, faut peut-être, en tant que société, en tant qu'entrepreneur, c'est de voir aussi comment on mesure le succès. On a vécu dans des années capitalistes où le succès n'était que mesuré par la croissance, par les profits. Puis, à l'aube de 2022-2023, il faut peut-être réorienter nos succès pour se voir davantage comme des OBNL, même si on est des entreprises à but lucratif. C'est de valider, bon, à quel point j'ai une contribution à l'économie locale, à quel point j'ai réussi à maintenir des emplois, de peut-être mesurer la différence que l'on fait autrement que juste toujours d'améliorer les profits pour les actionnaires. Puis là, mes actionnaires ne seraient pas contents d'entendre ça, mais ça reste en même temps qu'on fait tous partie de la même planète, puis on a tous besoin d'assurer la pérennité du monde pour que nos enfants vivent en santé et continuent à bien évoluer dans tout ça. Donc, c'est pas une fin en soi, c'est juste de réorienter les objectifs pour justement que travailler soit synonyme d'équilibre, équilibre au niveau environnemental, équilibre au niveau travail-famille. Je pense qu'il n'y a personne qui aime ça, être brûlé à la fin de ses semaines de travail, puis avoir d'énergie à consacrer à leurs enfants. Puis on parle, c'est pas nécessairement l'aspiration de tout le monde d'avoir un gros yacht sur le Pacifique non plus. Donc, il faut voir comment on mesure son succès. Je dis tout le temps à mes enfants, le métier que vous allez pratiquer n'a pas été encore inventé, fait que faites-vous-en pas avec le choix de carrière que vous allez avoir, puis pourtant ils sont encore jeunes, mais en même temps, quand ils me disent je voudrais être docteur ou je voudrais être caissière, je dis peut-être que ça n'existera plus ce métier-là, mais c'est pas grave, il y a d'autres opportunités. Donc, c'est chacun à choisir son parcours, puis j'ose espérer qu'il y aura une prise de conscience généralisée au niveau mondial de qu'est-ce que le succès en affaires, puis comment qu'on le qualifie, puis comment qu'on évalue. Puis on tire des leçons de la pandémie et je crois que celle-ci en est une. C'est le travail hybride, c'est l'équilibre travail-famille, c'est de se concentrer sur l'essentiel, c'est à quel point ça vaut vraiment la peine de travailler si on est pour se faire contaminer par un virus à peine visible, à peine perceptible, mais qui a des impacts très grands. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'humilité à percevoir de ce qui vient de se passer, puis ça amène un vent de changement dans la façon dont on gère nos entreprises pour le futur, qui n'est pas du tout négatif, malgré le fait que beaucoup d'entreprises présentement trouvent les défis de pénurie de main-d'œuvre, de disponibilité des matières, de délai de développement, de difficultés de mise en liste très, très, très lourds. C'est pas là pour rien. C'est intéressant parce qu'on ne mesure pas le succès de la même façon d'une personne à l'autre. Souvent, des chiffres, c'est du succès, mais pour moi, le succès, c'est pas nécessairement la même chose que pour toi. Pour moi, le succès, c'est de faire ce que j'aime avec qui j'aime quand j'ai envie de le faire. Ça, pour moi, c'est le succès. Il y a des gens qui c'est d'avoir un yacht, il y a des gens qui c'est d'avoir un jet. Mais effectivement, ça nous a permis de repenser à nos priorités, de repenser à c'est quoi réellement un succès. De beau avoir 100 millions de dollars devant toi, mais si t'es malade, ça ne vaut pas grand-chose. Donc, c'est très, très intéressant. Le futur ressemble à quoi pour soit Martine ou soit Salade Express? Comment, tu en as parlé un petit peu tantôt, mais comment est-ce que tu vois le futur, les 5 prochaines années, par exemple? Ben, assurément, je crois qu'on a encore besoin d'avoir de la variété sur les tablettes des épiceries ou même dans les commerces en général. Le consommateur a droit à cette variété-là. Et parmi toutes les discussions qui justement ont lieu dans l'industrie de la consommation en général, les codes de conduite qui sont en train d'être mis en place justement pour s'assurer d'un meilleur équilibre, d'un meilleur rapport de force aussi entre manufacturiers, entre distributeurs. On le voit avec l'inflation aussi, là, il y a eu des déséquilibre complet, puis on ne peut pas toujours refiler la facture au consommateur parce qu'au final, le consommateur, c'est nous aussi. Donc, c'est sûr que je vois l'avenir en général
toujours à essayer de développer de nouveaux produits, des nouvelles solutions qui vont faire une différence, qui vont apporter de la valeur réelle. On n'est pas, je pense que le marché est déjà assez complet, que les solutions futiles ou les produits qui n'ont pas leur place ne sont pas nécessaires. Puis de toute façon, justement, avec la rapidité à laquelle on reçoit l'information sur les performances, euh, métriques en magasin de vente ou même le nombre de clics qu'une publication Facebook ou Instagram peut avoir, on sait déjà, oh, ça c'est la bonne piste, ça c'est pas la bonne piste. Donc, j'ose espérer que ce qui sera mis dans le marché dans le futur sera de plus en plus connecté avec les besoins réels du consommateur, puis que ça n'apportera pas un déchet supplémentaire dans la poubelle, mais bien quelque chose qui va changer l'alimentation, qui va changer la santé des consommateurs. Donc, je vois Salade Express dans cette lignée-là nécessairement, puis toute autre industrie aussi, d'avoir des projets qui créent un sens, des produits qui valent la peine d'être consommés, que les consommateurs vont avoir l'impression qu'ils vont utiliser pour la bonne raison. Puis, on va espérer que dans tout ça, on va y mesurer un meilleur équilibre, puis certainement un meilleur impact ou un moins grand impact environnemental dans tout ce qui sera commercialisé aussi, parce que ça reste quand même que chaque développement qu'on fait, chaque ajout a son impact, puis faut le voir en fonction, pas nécessairement du cycle où je transforme une matière, je mets en tablette un produit fini, mais bien je transforme la matière, je mets le produit en tablette, puis je pense tout de suite à comment il va être retourné dans la nature. Donc, il y a un beau cycle qui est à penser et qui est nécessaire, d'après moi, selon le développement de produits du futur. Merci d'avoir été là, Martine. Un grand plaisir d'apprendre à te connaître et puis de pouvoir partager ton histoire. On a pu comprendre un peu qu'est-ce que ça prend pour faire ton travail. Moi, je trouve ça très inspirant. Donc, au plaisir de se revoir bientôt à un autre épisode. Puis, Martine, bon succès dans tes projets. On est toujours là pour te supporter aux besoins. Donc, bonne journée. Puis, à la prochaine, tout le monde. Merci beaucoup, Francis. Merci à votre équipe, puis au plaisir de continuer à travailler avec vous.